L'avantage qu'on a avec du capital philanthropique, c'est qu'on peut financer à peu près tout ce qu'on veut. Il y a un paradoxe en fait dans ce genre de monde, c'est que tu as beaucoup d'argent, mais en même temps c'est très très peu par rapport à la taille du système. Tu vois, 400 millions par an, c'est beaucoup et ça ne suffira jamais. Donc, pour lutter contre le changement climatique, pour au moins stabiliser le climat, ce qu'il faut faire, c'est arriver à ce qu'on appelle net zéro, donc arrêter d'émettre quoi que ce soit comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils sont toujours leaders sur le climat. En fait, c'est assez marrant parce que c'est pas vrai. L'Europe est quand même leader sur le climat. Les émissions en Europe baissent, on a des réglementations très fortes, on a un système d'ETS, de marché carbone. C'était le continent pionnier sur le CBAM, l'ajustement carbone aux frontières, etc. Donc on a une volonté politique en Europe, mais dépenser beaucoup d'argent correctement, c'est pas simple. Donc en fait, on voit plein d'innovations sur lesquelles les gens sont vraiment menés par une vision. Ils cherchent à résoudre un problème sociétal. Leur première motivation n'est pas de faire de l'argent, c'est d'essayer d'avoir de l'impact et de résoudre un truc. Bonjour Greg. Bonjour, merci pour l'invitation. Non, merci surtout à toi d'être venu depuis Londres, en plus, pour faire cet épisode. J'avais envie de t'inviter parce que tu as un parcours singulier, tu as un parcours passionnant dans les technologies climat et plus largement aujourd'hui dans les deep tech. Et j'avais envie que tu partages ça avec les gens qui nous écoutent, puisque ce podcast, il est vraiment dédié au décryptage des technologies de rupture et de ce qui s'y joue. Et ton regard de chercheur, mais aussi ton parcours engagé à l'international, il a vraiment une valeur aussi pour décrypter. Donc, merci beaucoup d'être là. Et je vais commencer par quelque chose, question hyper dure. C'est une question vraiment pour comprendre ton parcours, parce que toi, tu es un physicien. T'es un physicien avec un parcours de recherche quand même assez reconnu, plus de 200 publications à ton actif. Et puis un jour, tu t'es dit, je vais sortir de là. Moi, je veux bien que tu passes un peu de temps à nous expliquer ce parcours de chercheur dans la physique, ce que tu faisais, et pourquoi à un moment, tu t'es dit, là, il faut que je sorte. Ouais, alors, donc de formation, je suis chimiste en fait. J'ai fait ensuite une thèse en physique. Je suis tombé dans le domaine de la fusion pendant ma thèse. Pourquoi ? Parce que je trouvais le sujet hyper intéressant, parce que déjà, c'était fusion nucléaire, la fusion nucléaire, en effet. C'était une composante énergétique et c'était une composante sociétale pour moi, parce que la fusion, ça reste quand même une source d'énergie, on pourra peut-être en parler, mais c'est hyper important. À l'époque, quand j'ai commencé, on parlait plus de remplacer le pétrole pour des raisons de pic pétrolier que de climat, mais il y avait quand même cet aspect un peu sociétal, et c'était un aspect multidisciplinaire, et c'est ce qui a défini tout ce que j'ai fait après, c'est d'être à l'interface de différentes choses. Donc j'ai commencé ma thèse en 2003, où j'ai travaillé directement sur les matériaux. Ma spécialité, c'est vraiment les matériaux, et les matériaux dans les conditions extrêmes. Donc j'ai passé 15 ans dans la fusion. J'ai eu la chance de travailler dans différents pays. J'ai fait ma thèse en Suisse, j'ai travaillé aux États-Unis, en Angleterre, pendant 5 ans aux Pays-Bas, et ensuite je suis allé à ITER. J'ai eu la chance de monter des groupes de recherche, etc. J'ai aussi travaillé sur d'autres choses un peu plus mineures, mais on a fait pas mal de recherches sur l'hydrogène, la génération d'hydrogène par ce qu'on appelle de la photocatalyse. Donc on développait des nouveaux matériaux pour générer de l'hydrogène à partir de l'eau et de la lumière directement. Et on a travaillé plus sur la fin de ma carrière sur l'ammoniac et la formation d'ammoniac. Et donc, ça marchait plutôt bien. J'avais un parcours plutôt classique, dans le sens où je me suis spécialisé dans un domaine. Alors, très tôt dans ma carrière, on m'a dit, tu as 2 choix quand tu fais de la recherche. Tu peux devenir un des meilleurs experts du monde sur un sujet assez étroit. Il y aura peut-être 15 personnes dans le monde qui comprendront exactement ce que tu fais. Ou alors, tu peux être un tout petit peu plus large et faire plus de la coordination. Et ça a toujours plus collé à ce que j'ai fait. Et quand j'ai eu l'opportunité de joindre le projet ITER, c'était ça, c'était de la coordination scientifique, c'était moins faire de la recherche par moi-même et plus coordonner des chercheurs pour arriver à des réponses précises, pour lancer des nouveaux programmes, etc. Et ça me passionnait. Le projet ITER, donc, juste pour rappeler, c'est le plus gros projet mondial dans le domaine de la science à l'heure actuelle. C'est aussi le plus cher, c'est aussi le plus en retard. Mais c'est une aventure humaine, c'est un projet où il y a 3000 personnes sur site, il y a 15-20 000 personnes qui travaillent là-dessus dans le monde. C'est quelque chose de gigantesque et c'est passionnant dans le sens où tu es un tout petit élément et tu participes à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ça, c'était vraiment top. Après, c'est un monde qui est un petit peu particulier dans le sens où c'est une organisation très pyramidale, c'est une grosse administration. C'est quelque chose où j'ai eu la chance d'arriver très tôt, relativement jeune et à un poste assez senior. Et donc, les étapes du dessus étaient assez limitées.
Et surtout, il y a plusieurs choses qui ont joué. Donc, j'ai commencé, comme beaucoup de gens, à m'intéresser de plus en plus au climat. J'ai fait très tôt de la vulgarisation sous différents formats. Au départ, dans le quartier, aller parler de différentes choses sur l'énergie et le climat. J'ai écrit un bouquin de vulgarisation. Et j'avais de plus en plus, en fait, une dissonance interne entre je travaillais sur quelque chose qui était passionnant et qui, sociétalement, peut être hyper important, mais à très longue échelle de temps. Et je commençais, donc j'ai passé 40 ans aussi à cette époque-là, à voir un petit peu, tu vois, deux chemins. L'un, c'est je continue là où j'en suis, j'étais un super poste, j'étais bien payé, j'étais sur un projet passionnant, ou alors j'essayais d'avoir un peu plus d'impact direct dans le monde. Et voilà, ça Parce que s'est quand pas même, fait. ITER, quand ça marchera, ça aura un gros impact. C'est un dans gros le monde. impact, c'est un super programme scientifique. Après, il se passe plein de choses dans la fusion qui font qu'ITER peut-être sera moins utile dans 15 ans qu'il l'était il y a 15 ans. Mais ça, c'est un petit peu, c'est un peu les dynamiques d'innovation. Mais en fait, j'avais envie de faire plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui me frustraient à l'époque. C'était, donc c'est 2020 quand j'ai quitté ITER. Je trouvais que la qualité des débats sur le climat et l'énergie était assez faible, qu'on avait beaucoup de gens qui parlaient sans trop comprendre le domaine. Et j'étais pas trop mauvais pour faire de la vulgarisation, donc il y avait cette partie-là qui m'intéressait, et la partie comment j'utilise mes compétences pour faire autre chose. Et donc j'ai sauté le pas, j'ai tout lâché, une carrière qui marchait bien. Alors j'avais un peu un confort dans le sens où quand tu arrives à ce type de niveau-là, la recherche s'avance vite, mais pas si vite que ça. Donc je pouvais m'éloigner 2 ans et revenir, j'aurais retrouvé un poste. Donc j'avais un peu ça en me disant, je pars pas totalement dans l'inconnu. Mais j'avais cette volonté de créer quelque chose d'autre. Ça a mis du temps à maturer. On a lancé une petite asso avant que je lance Zénon. Et en fait, on a lancé Zénon sur cette volonté de remettre un petit peu de pragmatisme et de science dans les débats. Et ça a lancé en fait ma carrière post-académique, entre guillemets, construite sur mon socle scientifique. Donc j'ai toujours gardé cet esprit hyper scientifique, hyper pragmatique, hyper critique, mais en apprenant plein d'autres choses, un peu l'entrepreneuriat, parce qu'il a fallu monter une structure. Et voilà, et ça s'est déroulé comme ça, et je regarde ça je suis assez fier parce que c'est quand même une grosse transition. Il y a toujours plein de trucs qu'on peut faire différemment, et en même temps, je pense que c'était la bonne chose à faire, et je me suis vraiment éclaté. Et c'était quoi Zénon Alors, finalement ouais. C'était quoi l'enjeu déjà de créer cette structure qui était une association au départ? Pourquoi tu l'as lancée? Avec qui? Quel était le but finalement de ce think tank? On peut dire que c'était un think tank. Donc on a lancé Zénon avec Jean-Baptiste Rudel, cofondateur de Criteo, et Cédric Denis-Rémy, que tu as reçu, qui est vice-président de l'université. Zénon, à la base, c'est une idée de Jean-Baptiste qui revenait des États-Unis, qui avait vu le monde des think tanks et qui voulait créer un think tank en France. Et en fait, à l'époque, il cherchait un peu ce qu'il voulait faire et le modèle. Son idée, c'était de faire de la prospective et de regarder. Il était intéressé par le côté technologie, et donc de faire de la prospective technologique. Pour qui? Et donc, d'une, pour lui, parce qu'il était hyper intéressé par les questions. De deux, pour essayer d'éclairer un peu les débats. Son point de départ, c'était comment on montre que, par exemple, il n'y aura pas d'économie sur la Lune ou qu'on ne pourra pas aller vivre sur Mars, etc. Donc, on était vraiment à très, très long terme. Donc, on a lancé ça comme ça. On a fait un premier rapport sur justement le retour de l'homme sur la Lune et qu'est-ce que ça peut faire. Et assez rapidement, je suis venu avec mon angle énergie-climat et j'ai fait pivoter la structure. Et l'idée, c'était quoi? Donc, c'était d'éclairer un peu les débats publics sur ce qu'on appelait les solutions climat, la climate tech, donc vraiment les technologies ou les solutions un peu early stage qui seront nécessaires pour combattre le changement climatique. Alors, pour qui? C'était pour des décideurs, c'était pour un écosystème, c'était pour des entrepreneurs. En 2021-2022, il y avait beaucoup d'argent qui est venu dans ce domaine. Il y a plein de technologies qui sont sorties des labos, etc. Et l'idée, c'était de monter le niveau de compétence des gens, donc de parler de ces sujets-là de façon un peu plus pragmatique, de montrer en fait ce qui est de la hype, ce qui est plutôt scientifiquement correct, et aussi d'aider les gens à penser écosystème et penser chaîne de valeur, en fait, parce que c'est pas le tout et on en parlera sûrement après, mais c'est pas le tout d'investir dans des startups. Il faut penser aux conditions nécessaires pour que tout ça éclose. Et donc, on a essayé d'éclairer un peu les discussions là-dessus. Ça a plutôt bien marché dans le sens où on a trouvé notre niche. Il n'y avait personne vraiment sur cette niche-là à l'époque. Et je pense qu'on a éclairé les discussions sur des sujets assez spécifiques. Et ça a tellement bien marché que c'est pour ça que Quadrature est venu me chercher derrière. Et donc, Quadrature, c'est une fondation, c'est une association aussi. Alors, c'est pas l'assaut du quartier, on peut pas dire ça, mais c'est une association fondée pour financer de manière assez intensive des grandes innovations de rupture. Est-ce que tu peux nous dire
Qu'est-ce qui t'a fait partir de Zenon, qui était plutôt un organe d'influence, pour rejoindre en tant que CEO en plus un organe de financement philanthropique qui sort quand même des gros chèques pour financer des innovations extrêmement risquées. C'est quoi la Quadrature ? Qu'est-ce que tu y as fait ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et puis après, tu nous diras pourquoi tu la quittes. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc Quadrature Climate Foundation, c'est ce qu'on appelle une fondation philanthropique. Donc c'est la même définition que les fondations en France. C'est un organe qui reçoit de l'argent et qui le dépense pour soutenir des projets avec comme condition, parce qu'il y a tout un mécanisme fiscal derrière, mais comme condition que ce soit du non-profit. Principalement, on peut faire de l'investissement, mais il faut justifier pourquoi on investit et réinvestir l'ensemble des profits dans quelque chose. Donc c'est principalement du non-profit qu'on faisait, de l'ONG. Et en fait, la philanthropie, ce sont des gens qui ont de l'argent et qui donnent de l'argent. On était financé par les profits d'un hedge fund qui nous donnait une grosse partie de leurs profits. C'était combien de budget ? Alors voilà, le budget, tout est public, mais les budgets ces dernières années ont tourné à 400 millions de dollars par an. En termes de taille de fondation philanthropique, ça varie un peu d'une année à l'autre, mais Quadrature est la première ou la deuxième en termes de taille de budget dans le climat. Donc c'est quelque chose de très gros. L'objectif de nos fondateurs, qui sont 2 milliardaires qui donnent de l'argent, c'était de redonner un peu, de faire du give back au système et aussi d'utiliser la puissance du capital philanthropique pour accélérer l'action contre le changement climatique. Alors on avait un mandat assez large qui était d'aider tout ce qui pouvait aider à la décarbonation, ce qu'on appelle le carbon removal, comment on enlève du carbone de l'atmosphère, et aussi beaucoup de choses sur l'adaptation, parce que c'est quelque chose sur lequel ils étaient assez sensibles. Donc comment j'y suis arrivé ? Clairement parce que quelqu'un m'a appelé en me disant donc la philanthropie, il faut comprendre que c'est un monde aussi qui peut être assez cyclique, c'est-à-dire les gens s'intéressent beaucoup à un sujet, ils mettent beaucoup d'argent sur la table, et puis après ils changent un peu. Donc en fin 2022, ils étaient en train de pivoter, ils étaient passés sur un modèle où ils finançaient beaucoup de choses sans trop de stratégie, c'est-à-dire qu'ils finançaient des trucs qui les intéressaient et ils ont voulu passer à l'échelle. Alors plein d'ONG un peu dans le même style que ce qu'on a financé après, mais ils le finançaient vraiment en mode ça nous plaît, on se pose pas plus de questions. Ils se sont aperçus qu'il y avait une façon plus stratégique de faire ça, où en fait tu peux utiliser ce capital-là comme un investisseur. Tu as ta thèse d'investissement, tu as une théorie du changement, et donc tu alignes les ONG que tu finances, etc., pour maximiser ton impact. Parce qu'encore une fois, c'est un capital qui n'attend aucun retour financier. Donc c'est un capital sur lequel tu peux prendre beaucoup de risques, tu peux être très patient, mais c'est pas mal d'avoir une sorte de stratégie, de voir comment tu peux mesurer ton impact, etc., même si c'est très compliqué. Donc ils étaient en train de pivoter ça, où ils étaient partis un peu en mode sans mesure d'impact et en mode un peu on aime ça. Et en 2022, ils ont décidé de donner beaucoup plus d'argent. Donc ils ont augmenté la quantité d'argent qu'ils donnaient à la fondation. Ça tournait environ à 150 millions avant, donc on a quasiment triplé. Et ils se sont dit, si on met autant d'argent, il faut vraiment qu'on maximise l'impact de cet argent. Et donc j'ai été embauché quand ils ont repris un nouveau CEO qui pensait vraiment de façon systémique. Et l'idée, c'était comment on regarde les points de blocage dans la transition et comment on utilise du capital philanthropique pour aider à débloquer un peu certaines situations. Je suis arrivé, il y avait tout à monter. Il y avait la stratégie à faire, il fallait définir où est-ce qu'on allait déployer cet argent, comment, il fallait définir les priorités, il fallait remonter une équipe. On était 8 quand je suis arrivé. Donc, je suis arrivé sur un titre de Head of Science qui voulait trop rien dire parce qu'il n'y avait pas de poste défini, un peu en mode start-up en fait. Et la façon dont je le décrivais souvent, c'est on était une start-up mais avec un budget gigantesque. Et je sais que ça va faire froncer beaucoup de personnes, mais dépenser beaucoup d'argent correctement, c'est pas simple. Donc, Attends, mais je veux bien, surtout sur ces sujets-là, est-ce que tu as raisonné justement sur ce principe qui t'est cher dans ce que j'entends de justement réfléchir en chaîne de valeur, réfléchir sur le problèmes ou les problèmes majeurs qu'il faut dresser. Est-ce que c'est ça, finalement, que tu as essayé de structurer au départ ? Exactement. La façon dont on réfléchissait à la question, c'était de dire quels sont les goulots d'étranglement. On sait on sait à peu près ce qu'il faut faire si on veut décarboner l'économie. Dans les grandes lignes, on sait. Par contre, on sait qu'il y a des points qui peuvent bloquer. Il y avait à un moment une grosse question de la disponibilité des métaux. Et donc, il y avait une question à un moment du déblocage d'argent pour la commercialisation des gros projets, etc. Donc, on regardait en fait un petit peu à 20 ans, on regardait les dynamiques en cours et on regardait les choses qui, d'ici quelques années, allaient vraiment présenter un risque de blocage et de déraillement. Et on utilisait en fait la puissance qu'on avait, qui est une puissance financière, pour financer des activités là-dessus. L'avantage qu'on a avec du capital philanthropique, c'est qu'on peut financer à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que
on a vraiment une sorte de théorie du changement qui est que pour qu'une technologie se déploie, il faut les bonnes réglementations. Donc, tu peux financer de l'advocacy, des think tanks qui vont aider à travailler avec les gouvernements. Tu peux financer du support technique à certains gouvernements. Tu peux faire de temps en temps du campaigning. Tu peux financer des ONG qui se mobilisent contre des projets ou pour des projets, par exemple. Donc, l'idée, c'est comment tu utilises tout ce soft power, parce que c'est ce que c'est, pour aider, en fait, le système à changer. Et donc, la façon dont vraiment j'étais en charge de développer ça, c'était... il y a un paradoxe en fait dans ce genre de monde, c'est que tu as beaucoup d'argent, mais en même temps c'est très très peu par rapport à la taille du système. Tu vois, 400 millions par an c'est beaucoup et ça ne suffira jamais. Donc la question c'est comment tu places cet argent qui est unique encore une fois, parce que c'est un capital qui n'attend aucun retour, c'est un capital qui est donné. C'est une subvention. C'est une subvention. Et donc l'avantage c'est que tu peux financer de façon différente. Tu n'es pas obligé de financer des projets spécifiques, tu peux aussi financer ce qu'on appelle du corps de l'infrastructure, c'est-à-dire des ONG très importantes. Parfois, ce qu'elles ont besoin, c'est pas une grosse quantité d'argent, c'est une quantité d'argent sur un temps long. Et donc, on a cette capacité, en fait, à distribuer ce capital dans des géographies assez spécifiques. Il faut des priorités et on regardait, en fait, où est-ce que les gouvernements ne jouent pas encore leur rôle. Comment on peut... Notre théorie, c'était toujours comment on amène d'autres capitaux. La thèse de base, et c'est pour ça, on parlera de mon départ après, la thèse de base, c'est de te dire que ce capital philanthropique, il ne faut pas compter dessus à long terme. On peut pas, c'est quelque chose qui peut venir temporairement, mais c'est un monde, la philanthropie, où les gens changent, ils décident de faire ci, ils décident de faire ça, etc. Et c'est normal, c'est leur argent, ça fait partie des règles du jeu. Et donc, la meilleure stratégie pour nous, c'était dire il faut qu'on vienne quelque part, qu'on vienne suffisamment gros pour avoir un impact, mais qu'on le fasse de telle façon qu'on ne laisse pas un écosystème mourir quand on devra rediriger nos capitaux, mais qu'on l'aide à faire venir d'autres argents, qu'on peut débloquer de l'argent privé, de l'argent public, avec l'argent qu'on a. Et l'idée, c'était, c'est un retour sur impact, c'est de dire si on est capable de faire venir plus d'argent qu'il y en avait au départ, on a réussi notre mission et alors, on peut s'en aller. Concrètement, c'est quand même beaucoup, 400 millions sur des technos de rupture. Donc, si j'entends, ça peut financer de la pure recherche, comme ça pouvait financer des projets type Startup Deep Tech, comme ça pouvait financer finalement plein d'autres choses. Comment ça s'est organisé d'un point de vue opérationnel ? Est-ce que vous fonctionniez comme un fonds avec des veilleurs, des analystes qui regardaient un peu tout ce qui se passe ? Est-ce que y avait des technologies ou en tout cas des sujets qui étaient vraiment principalement regardés ? Parce que c'est vrai que cette association, elle avait aussi elle a la réputation d'investir sur des sujets qui pouvaient être aussi contestés ou en tout cas peut-être trop rupturistes justement parce que très longs. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu réaliser quand même ces 3 dernières années et sur quelle technologie, sur quel sujet tu t'es vraiment penché et vous avez débloqué vraiment de l'argent, quoi. Alors l'innovation telle qu'on peut l'entendre, c'était qu'une partie de notre portefeuille. C'était, 20-30% de notre portefeuille. On a fait beaucoup de choses comme, par exemple, on a financé un super projet en Inde de ce qu'on appelle d'une assurance paramétrique. C'est-à-dire, en Inde, quand il fait trop chaud, les femmes, c'est principalement des femmes, ne peuvent pas aller travailler dans les champs, elles perdent leurs revenus, il y a un risque qu'elles tombent dans la pauvreté. On a financé un projet de démonstration de dire, si elles payent une toute petite somme par mois, en fait, on va avoir une assurance qui se déclenche au-delà d'un certain seuil de température et qui va leur permettre d'avoir un revenu garanti. Et en fait, c'est intéressant parce que pour faire ça, elles étaient obligées d'avoir un compte en banque. Donc, tu vois un peu l'aspect c'est comme une innovation sociale. Alors, c'est une innovation sociale, mais ouais. Donc, c'est pas que Deep Tech. On a fait pas mal de trucs comme ça. On a financé des projets d'études. On a financé, par exemple, une étude pour aider des gouvernements à s'adapter, notamment des États insulaires, etc., qui ont assez peu d'argent, où on financé, en fait, les gens, l'expertise technique, etc., pour les aider à développer des plans de résilience et de développement. Sur la partie techno, la façon dont on raisonnait, c'était de regarder donc on a fait des trucs hyper early stage, on finançait via une autre fondation des startups. Alors notre thèse d'investissement, ce que tu l'as dit, c'est un peu comme un fonds. Notre thèse d'investissement, c'était de dire on veut venir très très tôt dans le monde du VC, du capital risque. C'est-à-dire que nous, on va se concentrer sur ce qu'on appelle des neglected opportunities, des opportunités qui sont négligées. On voit un impact fort, mais on voit que le capital risque n'est pas encore là parce que c'est encore des sujets qui ne sont pas très connus. Ouais. Exactement. Et donc, nous, ce qu'on a financé là-dessus, c'était ça. C'était un tout petit peu les premiers sur la vague. Et une fois que d'autres investisseurs venaient, etc., c'est bien, on avait réussi notre mission.
Et ça peut mener sur des sujets controversés dont on pourra parler après. On a financé beaucoup de choses comme par exemple Clean Tech for Europe, etc., qui font un super boulot pour aller travailler avec Bruxelles sur les politiques à mettre en place d'industrialisation. On a travaillé beaucoup sur l'aspect commercialisation, comment avec un capital que tu n'investis pas, parce que tu ne veux pas de retour sur investissement, comment tu aides ce qu'on appelle le first of a kind. Quand tu arrives à ta première usine, tu es une clean tech, tu arrives à ta première usine, il te faut plusieurs centaines de millions pour construire ton usine, tu n'as pas encore de revenus, tu n'as pas encore forcément de clients. Et donc, on a financé des initiatives pour pousser à l'action, pour pousser les gouvernements à utiliser le levier de la demande publique, par exemple, pour aider en fait, à bootstrapper un tout petit peu le modèle. Je suis désolé pour tous les anglicismes, je travaille à Londres. Partout en Europe. Alors, on a fait beaucoup aux États-Unis et en Europe. Okay. Aux États-Unis, pourquoi ? Parce qu'il y avait énormément d'argent disponible quand l'Inflation Reduction Act a été voté. Alors, c'est moins le cas maintenant, mais il y avait vraiment il y avait beaucoup d'argent et en fait, il y avait besoin de structurer un peu l'écosystème. En Europe, on a financé pas mal de boulot au niveau de Bruxelles. Alors, tout n'a pas porté. Il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, mais on a essayé de financer beaucoup de choses pour montrer qu'il y a un mécanisme comme le Loan Program Office qu'avait le DOI, donc des prêts garantis où était capable de mettre beaucoup d'argent, ça pouvait être stratégiquement important parce que, encore une fois, ces projets sont difficiles. Donc, le spectre était assez large. On a travaillé beaucoup sur la question des métaux parce qu'en fait, la transition énergétique, ça va demander pas mal de métaux. Et ça pose une vraie question qui est comment on va extraire ces métaux de façon la plus soutenable possible. Alors je sais que ça peut porter à discussion, mais surtout en faisant en sorte que les communautés locales soient consultées, qu'elles bénéficient de ces projets. On a financé un truc assez sympa qui était, il y a beaucoup de pays où il y a des mineurs artisanaux, donc c'est des gens qui vont gratter, etc., qui récupèrent des métaux, etc. Et en fait, on a financé des projets pour les mettre en relation avec l'industrie minière pour une raison simple, c'est qu'en fait, ces gens-là ont développé une connaissance du milieu et ils sont capables de trouver où sont les gisements. Et donc, l'idée, c'est de dire comment on rejoint un peu ces deux mondes pour que ça leur bénéficie, évidemment, pas juste pour que l'industrie minière fasse de l'argent. Comment on s'assure qu'on pousse l'industrie minière à avoir des standards environnementaux plus élevés, etc. Et ça, c'est un sujet qui peut paraître un peu bateau, qui, dans le domaine de la philanthropie, faisait un peu débat, parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut s'éloigner le plus possible de l'industrie minière. Nous, on pensait que c'était important parce que le pire qui peut se passer, c'est d'aller ouvrir des mines de façon vraiment violente dans certains pays et de ne pas respecter les règles environnementales. Et alors, on voit que c'est quand même hyper large. On voit aussi que c'est très lié aux chaînes de valeur, politiques, réglementaires, de recherche, de trouver des solutions, dans un état d'esprit qui est quand même... Il y a quand même un monde économique qui existe autour de nous. En fait, les mines, il y en a. Comment on fait pour le faire mieux ou moins mal ? Hyper intéressant. Pourquoi tu quittes ça ? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, c'est quand même canon de faire de la philanthropie. Ça vient adresser des endroits où personne n'ose prendre le risque. C'est un vrai sujet dans les deep tech en France et en Europe. Qui osent aller financer ces technologies de rupture. Pourquoi tu quittes ça ? Alors, il y a plusieurs raisons. La raison principale, quand même, c'est que la fondation, comme beaucoup d'autres fondations en ce moment, souffre. L'environnement climat, il est compliqué. C'est compliqué de financer des actions dans certains pays, etc. Et donc, beaucoup de philanthropes sont en train de se réorganiser pour redéployer leurs capitaux sur des sujets un peu différents qui sont moins, en gros, disons-le franchement, mais qui sont moins en contact de Trump. Trump a vraiment disrupté les choses depuis février. Il y a eu beaucoup d'attaques contre des ONG aux États-Unis. La fondation a été encore récemment sur Fox News accusée d'interférence, etc. Parce que c'est un peu la limite, en fait, entre la philanthropie stratégique comme nous on l'a fait à la fondation et l'interférence. C'est vrai que tu finances... Là, t'as senti l'arrivée de Trump comme un peu un coup près sur les actions de philanthropie, sur des sujets ça dépend non supportés par les Américains. Ça dépend du type de fondation. Nous, on est une fondation où les donateurs sont vivants et ils ont un business. D'accord ? Et donc, tu vis quand même dans un monde qui est un petit peu paradoxal, qui est que la raison pour laquelle la fondation a autant d'argent, c'est qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent. Donc déjà, ça, il faut vivre avec. Ça vient d'un hedge fund, donc c'est sûr que c'est... Voilà, mais c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Tu baignes dans un domaine qui bénéficie quand même du système, donc c'est déjà une première chose. Et donc, quand tes donneurs sont vivants et qu'ils ont un business, il y a ce qu'ils veulent faire, il y a ceux qui veulent vraiment pousser, et en même temps, ils ne peuvent pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, quand le risque
légal normalement, quand le risque légal, parce que c'est ça que Trump voulait faire, c'était rendre certaines ONG interdites, etc. Certains disent je préfère aller sur un chemin d'un peu moins de résistance, parce qu'en fait il y a aussi tellement de choses à soutenir dans le monde, c'est pas négatif. Il y a d'autres causes. Voilà, exactement. Tu peux faire des trucs super intéressants dans d'autres pays et dire un climat peut-être un peu moins, etc. Certains vont dire c'est peut-être un peu couard. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et donc ce que fait la Fondation, donc on a fait 3 ans, on a dépensé quand même 1 milliard pour le climat. Donc on a fait énormément de choses qui sont des bourses typiquement 3 à 5 ans. Donc le programme tourne, on a monté l'équipe, on a monté la stratégie. Il y a un pivot. Je trouvais que c'était le bon moment pour moi de lancer autre chose parce qu'on avait fait tout un cycle. C'est aussi pour moi, c'était autant, et je peux comprendre, ça paraît être un job de rêve, c'était un petit peu trop loin de l'action pour moi. C'est-à-dire qu'on finance, mais on est un petit peu loin à des distance choses. des choses. Et il y a aussi des choses comme par exemple, certains se reconnaîtront, mais quand tu as une relation de puissance, en fait, quand tu es un financeur comme ça. Tu as beaucoup d'argent, les gens le savent, même si la fondation surtout quand c'est de l'argent qui ne demande pas de ROI. Exactement, et surtout quand les gens savent que la fondation a la réputation de financer correctement. Et donc, c'est vrai que dès que tu parles à des gens qui cherchent des financements, c'est difficile d'avoir une vraie conversation. En fait, il y a toujours ce filtre de tu vas dire quelque chose parce que tu penses que tu veux juste tester un concept et les gens disent oui, on va faire ça. Et donc, il y a cette sorte de gestion des choses qui est quand même compliquée, qui demande de l'énergie. Je me plains pas, c'est passionnant, mais tu as un peu ça. Et donc, moi, j'ai fait le tour de ce monde-là. Je pense que c'est un monde dans lequel il ne faut pas vivre forcément tout le temps. Tu découvres l'écosystème et tu comprends l'écosystème. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la partie innovation, comment on pousse ça. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité, voilà, je suis parti pour faire autre chose. Et justement, je vais profiter de ça, avant que tu nous dises ce que tu vas faire après, pour refaire un focus sur le sujet de la deep tech, parce qu'on est quand même aussi là pour parler de ça, qui est finalement un chapeau de la climate tech. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi la deep tech dans finalement déjà sa mission pour adresser les enjeux climat d'aujourd'hui? Beaucoup vont dire c'est du techno-solutionnisme, on n'a pas besoin de tout ça. D'autres vont dire il faut vraiment y aller. On a des plans européens et français qui poussent, en tout cas qui ne parlent que de ça depuis 2-3 ans. C'est quoi ton point de vue de chercheur français sur notre écosystème, sur ces technologies et sur leur rôle dans cet enjeu qui est quand même un enjeu mondial de lutte contre le réchauffement, entre autres, parce qu'il y a d'autres luttes, mais voilà. C'est quoi ton point de vue ? Alors, c'est passionnant comme question. Elle est large. D'une, je serais toujours la première personne à dire que tous ces problèmes-là n'ont pas qu'une solution technologique. On a besoin de technologie, mais c'est jamais la seule solution. Par contre, on est en train de vivre un moment... Donc pour lutter contre le changement climatique, pour au moins stabiliser le climat, ce qu'il faut faire, c'est arriver à ce qu'on appelle net zéro, donc arrêter d'émettre quoi que ce soit comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui nécessite de baisser les émissions le plus vite possible et à un moment de récupérer du carbone dans l'atmosphère aussi, parce qu'on aura toujours un terme qui va rester des émissions résiduelles. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on va électrifier une grande partie du système électrique. Et en fait, c'est un changement fondamental de notre système énergétique. On est en train de vivre de façon un peu trop lente malheureusement, mais un changement de paradigme complet dans l'énergie, où on va passer d'un système où on brûle des trucs, c'est un système basé sur du charbon, du gaz et du pétrole, à 80% encore, sur un système qui va être de plus en plus basé sur l'électricité. L'électricité, c'est seulement 20% de notre énergie finale en ce moment en France. Dans le futur, ce sera 60, 70, 80%. Et en fait, il ne suffit pas de dire je vais électrifier, on simplifie souvent en disant on va électrifier tout ça. C'est vrai, et en même temps, c'est une réinvention de beaucoup de procédés. Potentiellement, ça ouvre des portes pour faire de l'acier d'une façon complètement différente, en utilisant l'électrochimie plutôt que du charbon pour faire fondre de l'acier, du fer. Et donc, ce qu'on voit dans le domaine de la climate tech, c'est ça. C'est des gens qui voient des problèmes, décarboner l'acier, décarboner les transports maritimes, décarboner l'aviation, etc. Un paradigme qui est qu'on se base sur le fait qu'il va falloir utiliser de plus en plus d'électricité, et donc une conjonction entre de la recherche qui dure et de la physique et de la science, le besoin de résoudre un problème sociétal et de nouvelles opportunités. Donc en fait, on voit plein d'innovations sur lesquelles les gens sont vraiment menés par une vision. Ils cherchent à résoudre un problème sociétal. Leur première motivation n'est pas de faire de l'argent, c'est d'essayer d'avoir de l'impact et de résoudre un truc. Et donc on voit à l'heure actuelle énormément de choses. On a vu énormément de choses. Déjà, les batteries, le photovoltaïque, etc. C'est de la deep tech. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque.
Il se trouve qu'en ce moment, on est aussi sur une question de géopolitique et de supply chain et de gestion de ces supply chains. Et donc, on est dans un monde où on va passer d'un monde où on était basé sur pétrole, gaz et comment on sécurisait nos approvisionnements à il va falloir acheter des technologies plus clean. Et il se trouve qu'en fait, la Chine a un temps d'avance sur ça. C'est elle qui produit et qui domine les chaînes de valeur sur les métaux, sur les panneaux solaires, sur les éoliennes, sur les batteries. Et donc, il y a une sorte de réveil, en fait, depuis la guerre en Ukraine, de fait de dire, ces innovations, elles ont aussi pour but de redévelopper un tissu industriel et un tissu de gestion de ces écosystèmes. Donc, il y a l'aspect, on veut résoudre des problèmes sociétaux, les technologies vont y contribuer avec d'autres choses. Et en même temps, on a quand même un intérêt stratégique à contrôler certaines technologies critiques parce que, voilà, on est dans un monde qui est beaucoup moins stable qu'à une époque. Et donc, comment on fait ça ? Et ensuite, cet aspect sécuritaire rajoute d'autres contraintes qui sont, par exemple, comment on augmente la résilience du système électrique, qui était une problématique qu'on n'avait peut-être pas il y a 10-15 ans. Maintenant, il y a des scénarios assez sérieux de dire, voilà, si la Russie a commencé à bombarder des centrales de production électrique, qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est une convergence de différentes choses qui est en train de se faire, qui n'est pas que du technosolutionnisme, qui est de l'avancée de la science, qui est pour moi super important parce que ça montre que la science peut avoir une valeur sociétale très forte, ce que parfois on oublie un petit peu. Très corrélé à la politique, en fait. Alors, totalement. Et aux enjeux économiques. C'est totalement. Il faut savoir que la science, ça a besoin d'être dirigé, entre guillemets. Ça a besoin d'avoir une mission, une vision. Il y a plein de discussions là-dessus sur comment on retrouve ça. Et comment tu amènes ces recherches qui sont dans les labos et des fois qui ont été faites il y a longtemps et comment tu trouves que maintenant ces technologies ou ces solutions résolvent des problèmes qu'on n'avait peut-être pas il y a 10-15 ans parce que le climat change plein de choses. Et ça peut être la décarbonation, mais ça peut être aussi comment on invente une économie du carbone où on va récupérer du carbone dans l'atmosphère et le stocker. Comment on s'adapte, comment on construit une infrastructure résiliente dans un monde qui change très vite, comment on détecte mieux les vagues de chaleur, comment on protège les gens, etc. Les gens n'imaginent peut-être pas que c'est de la deep tech, mais ça en est parce que c'est beaucoup de science pour prédire tous ces événements extrêmes, comment on est capable d'avoir des systèmes d'alerte. Alors en Europe, c'est assez facile, on peut tous le faire sur notre mobile. Imaginez un pays, le Bangladesh ou des pays d'Afrique, etc. Comment on a ça ? Comment on fait des céréales plus résistantes aux vagues de chaleur, etc. Et tout ça, c'est de la deep tech, c'est juste peut-être moins représentatif de ce qu'on a en tête. C'est clairement de la deep tech, tout ça. Toi, il y a quand même un vrai sujet autour de l'énergie, sa production, son stockage. Toi, tu es assez pro-batterie, entre guillemets. T'es assez, t'es assez pro-batterie sur ces enjeux de stockage qui contribuent, je pense, aux enjeux de résilience aussi. Un peu moins sur l'hydrogène. C'est quoi, pour toi, pour un pays comme la France, les technologies, en fait, sur lesquelles il faut aller vraiment plus fort, un peu plus vite, parce que tu me le disais tout à l'heure quand on marchait en venant, mais on saupoudre pas mal de sujets deep tech. Mais à ton avis, sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet de souveraineté, même un sujet presque de survie potentiellement, sur lequel on a un peu d'avance quand même, notamment par notre maîtrise du nucléaire, sur quoi il faut aller aujourd'hui dans la deep tech et sur ces technos liés à l'énergie au sens large? Alors, c'est marrant de dire je suis pro-batterie. Moi, je suis pro-rien, en fait. Je parle beaucoup des batteries parce qu'en fait, je pense que c'est un peu le héros caché de la transition, parce que la critique principale des renouvelables, et c'est vrai, c'est que évidemment le photovoltaïque ne produit que la journée quand il y a de la lumière ou du soleil, et l'éolien ne produit quand il y a du vent. Ça, on le sait. Et donc, ça a toujours été l'enjeu, c'est comment on cette production plus variable que ce à quoi on est habitué, comment on l'intègre dans un réseau. Il se trouve que le stockage et les batteries, c'est quelque chose qui permet de faire quelque chose. C'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant, parce dans le sens où c'est une technologie où il y a 15 ans, les batteries lithium, on n'aurait pas cru que ça progresse aussi vite en termes de performance et aussi, les coûts baissent aussi vite. Et en fait, ces évolutions nous permettent d'imaginer un système qu'on n'aurait pas pu imaginer possible il y a 10-15 ans. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, et c'est assez passionnant de suivre cette technologie parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Et pour un décideur, c'est compliqué du coup, parce que est-ce qu'il faut que je fasse de l'hydrogène, des batteries, est-ce qu'il faut que je fasse ci ou ça? Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le monde change assez rapidement, pas assez vite, mais assez rapidement. Et donc, il y a des choix technologiques qu'on pensait évidents il y a 15 ans qui le sont moins. Le bon exemple pour l'hydrogène, c'est sur les camions. Il y a 15 ans, on pensait que l'hydrogène serait éventuellement utilisable dans les camions pour décarboner les camions. On s'aperçoit maintenant que les batteries sont devenues tellement performantes et si peu chères qu'on peut faire une grosse partie du transport routier. Et d'ici 5-10 ans, avec les évolutions en cours, on pourra faire le tout. Et donc, c'est ça, en fait, ma vision, c'est comment on développe ces technologies, mais on garde un œil pragmatique, on ne s'enferme pas sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est quand même nécessaire. On aura besoin d'hydrogène, on en a besoin de faire de l'acide, on a besoin de faire de l'ammoniac et des engrais, etc. On en a besoin.
il est fort probable qu'on ait besoin de moins d'hydrogène que ce qu'on pensait il y a 5 ans. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que le système bouge vite et parce que les gens poussent des choses. Le stockage, c'est la grande clé du système énergétique. Et je reviendrai à la question française, que la France est c'est un système énergétique assez particulier, donc les questions françaises ne sont pas forcément les questions que se posent les Anglais, par exemple, en termes d'énergie. Le stockage, c'est vraiment la clé pour développer un système avec beaucoup de renouvelables. Alors on pourrait dire, oui, mais les renouvelables, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On vit dans une réalité économique qui est qu'il faut aller très très vite et les choses qu'on est capable de déployer plus vite, c'est des renouvelables. D'accord ? Le nucléaire, c'est compliqué en ce moment. J'aime bien le nucléaire, mais on a un problème de construction. Et le monde n'attend pas. Donc le monde, il utilise ce qui devient de moins en moins cher, ce qui sont les renouvelables, etc. Le stockage, c'est en train de permettre d'imaginer des systèmes avec de plus en plus de renouvelables. Est-ce qu'on arrivera à 100% ou pas ? On pourra en discuter, mais on sait maintenant que... Il y a des gens qui disent que c'est impossible. Ouais, alors c'est impossible. Il y a 15 ans, on disait que 15% de renouvelables sur un réseau, c'était impossible. Maintenant, on a 40-50% dans plein de pays, puis ça se passe très bien. Mais le stockage permet une chose qu'on voit déjà, donc les batteries permettent une chose assez intéressante, c'est de lisser la courbe de production, parce que quand tu vois en Californie, énormément de solaire installé, grosse production à midi, évidemment, entre midi et 16h, le soir, le soleil se couche, tout le monde est au courant, et les batteries se mettent à venir pour stabiliser le réseau. Donc on voit déjà une première application, on sait qu'il nous faut du stockage à plus longue durée, et on commence à voir en fait des trucs super intéressants, des batteries qui vont jusqu'à 20 heures, voire 100 heures pour différents types de technologies, on n'est plus sur des batteries lithium-ion. La dernière frontière, enfin la frontière qui reste sur le stockage, c'est du stockage saisonnier, comme on stocke pour éventuellement 1 mois ou 2, parce qu'il y aura des périodes dans certains pays, c'est même pas vrai dans tous les pays, il y a des pays beaucoup plus ensoleillés, qui ont beaucoup plus de vent, etc. Donc chaque pays a un peu ses caractéristiques. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce qu'en fait, c'est quelque chose, il y a un moment, on pouvait dire, on ne sait pas stocker l'électricité, et maintenant, on pense qu'on sait. Et on arrive maintenant même à stocker de la chaleur, ce qui est extrêmement important pour les industries, c'est qu'on est capable de faire des systèmes pour stocker de la chaleur à 600-700 degrés pendant plusieurs semaines et de la réutiliser sous forme de chaleur. Donc encore une fois, c'est un problème. Des gens se penchent sur ce problème et on développe des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 30 ans parce qu'on n'avait pas ce problème-là. Donc c'est assez intéressant de voir cette dynamique et ça permet... c'est difficile parce que beaucoup de gens ont une vision un peu ancrée, statique du domaine énergétique, mais ils changent vite. Alors la France... Il y a un cas très 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 particulier parce que c'est le pays dans le monde qui a le plus d'électricité nucléaire dans sa production électrique, à peu près 70%. Et du coup, on part sur une base un peu différente qui est notre système il est déjà décarboné. On a un autre enjeu, c'est plutôt d'augmenter la production parce qu'on va avoir besoin d'électrifier. Malheureusement, ça ne se passe pas. Mais on a besoin d'électrifier les transports, les industries, etc. Donc en fait, il y a des choix techniques que la France fera qui seront sûrement pas repris dans d'autres pays ou qui n'ont pas autant de nucléaire. Et donc ça, c'est un tropisme français assez intéressant. Ça pose des questions de savoir est-ce qu'on est capable de reconstruire du nucléaire, à quel coût, parce qu'il y a quand même cette question du coût, elle est pas complètement triviale. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'un peu de nucléaire ou un peu de production pilotable ou au moins stable 24 heures sur 24, ça a une grosse valeur. Et c'est la différence entre le coût et la valeur. C'est-à-dire que le coût de l'électricité peut être négatif dans la journée parce qu'on en a trop. La valeur d'un électron la nuit, c'est pas la même. En fait, on n'a pas tout. Donc il y a cette valeur, il y a cette façon-là de penser. Où est l'optimum ? Chacun a un peu sa théorie là-dessus. La France, on part avec un socle avec beaucoup de nucléaire, et ça sera encore le cas pour 20-30 ans, donc les choix qu'on va faire sont différents. Par contre, si on était sérieux sur l'électrification, si la demande en électricité augmentait très vite, on sait que le plus rapide pour suivre la demande, c'est de renouvelable. Donc le renouvelable, c'est un peu, ça va s'imposer. C'est une variable d'ajustement. Exactement. Très importante. Et après, ça pose la question de comment on pense le système au niveau européen. Parce que si on était un peu rationnel en Europe, on mettrait, je ne sais pas si tu sais, mais le pays qui a le plus de photovoltaïque par habitant en Europe, c'est les Pays-Bas. C'est pourtant pas le pays qui est réputé pour avoir le plus de soleil sur le continent. Et on pourrait se poser la question, pourquoi on n'a pas beaucoup plus de solaire dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, là où il y a beaucoup plus de soleil, et ensuite on transmet le courant. Donc ça, c'est un manque de politique et de vision. Chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Et donc c'est plutôt à l'échelle européenne qu'il faudrait penser, à mon avis. Et aujourd'hui, on a des grands plans de financement en France 2030. On a les plans européens qui nous parlent de souveraineté dans toutes les technologies deep tech, l'énergie, mais pas que, les villes de demain, tout ce qui est effectivement smart building, la défense. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de la position de l'Europe et de la France dans ces politiques de soutien, de financement, parce que c'est de l'argent quand même qui est censé venir soutenir nos labos de recherche et faire émerger des solutions. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ? Est-ce que tu penses que c'est ciblé au bon endroit ?
Est-ce que tu penses, comme d'autres, que c'est déjà trop tard par rapport aux Chinois et aux Américains? Est-ce que tu penses qu'on a les bons combats et qu'on a finalement une capacité, en fait, à vraiment redevenir un territoire industriel ou en tout cas, à minima sur certains domaines? C'est quoi ta vision aujourd'hui de ce qui se passe en France et en Europe sur les politiques publiques? Et j'ajoute sur le rôle, parce que c'est un grand débat en France, des capitaux privés, donc les fonds d'investissement, mais aussi les grands industriels français, et pas que, européens, qui ont aussi ce rôle à jouer dans ces chaînes de valeur-là. Alors, c'est paradoxal en fait, parce que on vient de sortir de la COP 30, par exemple, où tout le monde parlait de l'absence des Américains à la COP, pour des raisons évidentes, Trump ne voulait pas y aller. Et il y a plein d'articles qui parlaient, et je vais revenir à la question, mais il y a plein d'articles qui disaient, du coup, on n'a pas de leader, le leader climatique est parti, etc. Il y a cette vision que les Américains sont toujours leaders sur le climat. En fait, c'est assez marrant, parce que c'est pas vrai. L'Europe est quand même leader sur le climat. Les émissions en Europe baissent, on a des réglementations très fortes, on a un système d'ETS, de marché carbone. C'était le continent pionnier sur le CBAM, l'ajustement carbone aux frontières, etc. Donc on a une volonté politique en Europe. Il y a un problème d'implémentation, et je vais y revenir, mais c'est quand même à la base un groupe d'États qui a tout ce qu'il faut pour vraiment mettre de temps en temps le point sur la table et dire voilà comment ça se passe. C'est pas la tradition européenne malheureusement, et donc on était très content d'avoir des Américains qui sont plus vocaux par nature, qui parlaient fort, et de l'autre côté on a la Chine qui dit moins et qui au final la Chine fait beaucoup. Voilà, la Chine, son point de vue climatique, c'est je sous-promets et je surdélivre. C'est un peu la façon dont ils le font. Tout le monde a commenté leur dernier plan de baisse d'émissions. C'est vrai que c'est pas le plus ambitieux, mais sur les 10 dernières années, ils ont fait plus que ce qu'ils pensaient, que ce qu'ils disaient. Donc en fait, c'est une stratégie. Donc l'Europe a tout ce qu'il faut. Et l'Europe, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un État qui n'a pas trop le choix au final. Alors, c'est un groupe de pays où on n'a pas tant de ressources naturelles que ça. Donc on dépend à 90% pour le pétrole et à peu près 90% pour le gaz d'importation. On n'a pas de production. On a les capacités en principe de produire certains métaux, mais c'est une question, est-ce que les gens veulent des mines en Europe, etc. Et on vit dans un monde où on achète beaucoup de gaz et de pétrole aux États-Unis, mais on n'est pas trop sûr aussi que ce soit nos amis ou pas. Ça dépend des fois, quoi. Exactement. Et donc, en fait, à la base, l'Europe a un impératif de devenir beaucoup plus résilient sur le point de vue énergétique et climatique. Et puis, en plus, on a quand même la guerre à nos portes en Ukraine. Donc, clairement, à la base, on n'a pas le choix. Ce qui est intéressant en Europe, c'est on aime bien quand même se regarder et critiquer. Et donc, on pense toujours que les Américains sont meilleurs, que les Chinois sont meilleurs, et on oublie de regarder toute la force qu'a l'Europe. La force de l'Europe, c'est un écosystème de recherche qui est hyper développé. On est le continent qui quasiment publie le plus d'études scientifiques dans le monde. On a des super chercheurs, on a des super labos. Alors peut-être que les noms sont parfois font moins rêver que le MIT, etc. Mais on a des très bonnes universités. Je crois que, alors, si tu inclus l'Angleterre, 7 des 20 meilleures universités dans le monde sont en Europe. Alors bon, si on enlève l'Angleterre, ça enlève un peu le truc. Voilà, ça dépend des jours. Mais on a des universités qui sont super réputées. On a une recherche, on a des chercheurs, etc. On a des capitaux, il y a de l'argent. En Europe, quand on veut mettre de l'argent, il y en a. Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on manque de vision. C'est que c'est pas très clair. En fait, on c'est quand même un groupe d'États. L'Europe, c'est la différence avec les États-Unis, c'est qu'il y a quand même une sorte de vision. Les États sont un peu séparés, mais il y a une vision. La Chine, il n'y a pas de question, il y a une vision. En Europe, on ne sait pas trop, et puis on est toujours un petit peu en guéguerre entre les différents pays. Si on réindustrialise, qui va en profiter, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est un peu ça. C'est le gap entre la volonté et l'ambition, qui est quand même très fort. Le plan Repower EU, qui avait été voté il y a 2-3 ans, c'était hyper ambitieux sur la part de renouvelables, etc. L'Europe, parfois, et c'est assez intéressant, l'Europe a peur de parler de politique industrielle. Là où on a regardé les Américains pendant l'Inflation Reduction Act en disant « Waouh, ce qu'ils font, c'est génial », c'est de la politique industrielle, c'est pas du marché libéral, c'est de l'intervention très forte, c'est des subventions. Ah oui, tout à fait. Et donc même les grosses innovations, les SpaceX et tout ça, c'est de l'interventionnisme. Il y a énormément d'argent public dans tous ces programmes-là. Exactement. Et en Europe, parfois, on a un peu cette pureté de dire non, le marché, etc. Et en disant « Mais regardez, l'État libéral américain, c'est pas du tout un État libéral. Enfin, sur certains trucs, oui, mais pas sur ça. Ils ont une vraie politique. Donc, on a un besoin de politique industrielle. On a un besoin de voir quelles sont les chaînes de valeur qu'on veut contrôler. On pourra pas être partout. On n'est pas hyper en avance sur plein de trucs, sur tout ce qui est
technologies du style photovoltaïque, batterie, etc., on part en retard. Ce qui est marrant parce qu'en fait, sur le photovoltaïque, l'Allemagne était en avance sur tout le monde il y a 10-15 ans, puis finalement, tout est parti en Chine. Sur le nucléaire, on a encore des avantages, etc. Mais on a du mal. On a vu Northvolt réindustrialiser le continent, c'est compliqué. Et je pense qu'il manque en fait cette capacité. Et l'autre chose, c'est on n'a pas cette culture de l'échec. C'est-à-dire qu'on va en parler un peu plus tôt, mais Northvolt, les gens vont écrire article sur article en montrant que c'est de l'argent public qui a été gaspillé. Insect, qui a malheureusement fermé aussi récemment, 600 millions, c'est de l'argent gaspillé. Ça fait partie en fait du jeu. C'est-à-dire que quand tu essayes de faire un nouveau truc, il y a un risque d'échec. Évidemment, on aimerait que ça ne se passe pas. La question, c'est comment on les minimise, ces risques d'échec, et surtout comment on apprend de ça et comment on fait en chose. Quand on regarde Northvolt, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites au niveau gestion et management plutôt que sur la techno pure. Donc, il y a tout un truc à apprendre aussi. Et c'est vrai qu'on est en compétition, quand on essaie d'ouvrir une usine de batterie en Europe, on est en compétition avec CATL en Chine, qui connaissent ça, en fait, qui sont capables d'ouvrir une usine et de la faire tourner à plein régime en quelques semaines, quelques mois. Là où Northvolt a dû redémarrer de zéro, on n'a pas l'expertise, on n'a pas les talents, etc. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas les talents, on n'a pas les professionnels de ce métier-là. Donc, on a un peu ça, on a aussi un manque d'argent un peu late stage. On a eu beaucoup d'argent early stage et c'est super. Beaucoup d'argent early stage. Exactement, et c'est très bien, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est des politiques, parce que ces innovations, parfois, elles peuvent pas s'imposer toutes seules. Quand tu essaies de produire de l'acier bas carbone, c'est beaucoup plus cher que de l'acier carboné. Et donc, si tu laisses le marché jouer, tu n'as pas de clients. Donc, comment tu fais en sorte de faire baisser les coûts de ces technologies? Ça nécessite que les États se mettent la main à la poche et peut-être achètent en avance. La puissance publique pour l'achat est extrêmement importante. Ouais. En France, c'est un vrai sujet. La commande publique et la capacité d'engager des fonds ou même de financer en fait de la production at scale pour faire baisser les coûts, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas de dispositif de financement en dehors des banques privées et des fonds, je dirais, un peu ambitieux pour le faire. Donc, c'est un mécanisme. Nous, on avait financé avec la Fondation pas mal de trucs sur ce qu'on appelle les Advanced Market Commitment, donc des groupes d'acheteurs qui se regroupent, des plateformes, pour acheter des produits comme ça et faire baisser le coût. À la base, ça devrait être le rôle d'un État. Quand c'est pas fait, il y a des gens qui essaient de s'organiser. Tu parlais du rôle des entreprises, c'est ça aussi. C'est de temps en temps d'aider leurs suppliers à se décarboner en garantissant un volume d'achat. Oui, au début, ça va être un peu plus cher, donc il va falloir faire la bascule. Et donc, on manque de ça, et je pense que vraiment, on manque un petit peu d'ambition, en fait. L'Europe n'a pas à rougir de la Chine et des États-Unis. On a ce qu'il faut pour être dans la course. Par contre, ça demande aussi de la patience, parce que si tu veux reconstruire une chaîne de valeur, ça prend quand même du temps. On le voit par exemple sur le nucléaire, on a arrêté de construire pendant très longtemps. Relancer la machine prend du temps. Si tu veux te mettre à construire des batteries, même des batteries haute performance, ça va prendre du temps. Et donc, ce qu'il va falloir commencer à faire aussi, c'est de se dire quels sont les domaines sur lesquels on ne va pas rentrer en compétition avec la Chine, parce que de toute façon, ils produisent une super qualité. Ouais, c'est trop tard. Ils produisent à très très bonne qualité, à très bas prix. Ça va être compliqué. Comment on vise l'étape d'après? Donc, comment on utilise ces capitaux early stage pour préparer l'industrie de demain et les choses sur lesquelles on pense qu'on peut être champion? On a des exemples, alors qui sont parfois un petit peu des cas isolés, mais ASML aux Pays-Bas, par exemple, qui est une entreprise clé dans toute la chaîne de valeur de fabrication des microprocesseurs. Et comment on crée d'autres ASML, comment on crée d'autres pièces de l'écosystème que les gens regardent avec envie. Les Chinois n'ont pas la technologie d'ASML, donc on peut être fier. C'est quelque chose qui génère assez d'argent. Alors quand on n'a qu'une en Europe, c'est pas suffisamment, on en a d'autres. Mais donc ces champions industriels, c'est aussi de les aider et de les maturer. Et je pense aussi peut-être parfois, alors c'est un peu français, on a moins ça en Angleterre, mais l'industrie, elle essaye aussi. Je pense qu'il faut aussi avoir une vision pragmatique de la transformation de l'industrie. C'est pas facile de décarboner une industrie. Quand tu as des investissements qui ont été faits sur 20-30 ans, qu'on te demande de changer ton outil productif. Alors on peut voir, comme c'est parfois le cas dans la partie un peu radicale du mouvement climat, dire que toutes les industries sont mauvaises, mais il y a beaucoup d'industries qui essayent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une ou deux. Il y en a beaucoup qui essayent, mais c'est compliqué parce que tu es dans un domaine en compétition, etc. Tu es dans un système aussi. C'est-à-dire qu'intégrer de l'innovation dans un système qui est en marche, où il y a des interdépendances partout, c'est pas aussi facile que de monter une licorne du numérique qui fait un SaaS que tu scales à l'infini. Là, dans la deep tech et spécifiquement dans l'industrie, on est quand même dans quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on commence à voir des nouveaux modèles un petit peu se mettre en place. On a reçu sur ce podcast EDF
qui creusent notamment des modèles des modèles de consortium de projets où en fait des deep tech deviennent des briques d'un projet plus grand que la deep tech en tant que telle. Et ça, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve, enfin ça c'est mon avis perso, que en fait, qu'aujourd'hui en France, on est quand même encore très timide sur l'innovation des modes opératoires. On voit vraiment la start-up deep tech et l'émergence de ces technologies avec le même prisme quand on regardait une start-up qui faisait du SaaS il y a 5 ans. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que les VC sont en train de changer, mais les regardent encore sous un angle meilleure team. Alors, je dis, la team est très importante, mais sous un angle un peu d'un objet unique qui devrait scaler en tant que tel, alors que ce qu'on voit de par les événements qu'on fait, de par les écosystèmes, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. On voit qu'il y a un vrai enjeu d'intégrer ces technologies dans des écosystèmes déjà construits, complexes, qui sont ceux qui peuvent leur permettre aussi de scaler sur le béton bas carbone. Tu peux faire du béton bas carbone, si tu n'as personne derrière qui est capable de construire des immeubles avec, bah ça marche pas, quoi. Donc, il faut que tu formes des mecs. Enfin, c'est vraiment du hard, en fait, tout ça. Et ça, c'est un vrai enjeu, j'ai l'impression, qui n'est pas tellement adressé et qui, culturellement, est un peu un frein parce qu'on pense la deep tech comme des startups d'il y a 10 ans, alors qu'en fait, la deep tech, c'est plus comme les entreprises qui se sont créées il y a 50 ans. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais c'est plus proche d'un Michelin qui a réinventé les pneus que d'un Mistral, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, même si Mistral est une forme de deep tech, mais... C'est un très bon point, et je pense qu'il y a un modèle qu'il faudrait regarder pour la deep tech, qui est le modèle un peu de la biotech et de la pharma, où c'est très courant qu'une start-up se développe, etc., et puis elle est rachetée par un grand groupe parce qu'ils ont la capacité de mettre en production cette molécule, etc. Tout à fait. Alors, le système n'est pas forcément parfait. Il y a des modèles d'exit. Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu beaucoup, notamment dans le domaine du climat. C'est une vraie question de savoir comment on intègre ça. Et ça nécessite aussi peut-être plus d'intégration en amont. Nous, quand on avait travaillé sur l'innovation dans l'industrie minière, alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, il y a beaucoup besoin d'innovation là. Il y a une vraie question c'est une industrie qui est un peu fermée de l'extérieur, et donc il y a plein de gens qui essayent de la disrupter, entre guillemets, qui arrivent avec des innovations, mais il y a une vraie question de comment on les met autour de la même table pour qu'ils comprennent, en fait, quelqu'un qui développe sa start-up et sa techno comprenne aussi ce qui se passe du côté vraiment de l'industrie minière et des choses qui ne sont pas très communiquées, etc. Et puis, peut-être que le modèle, c'est ça, c'est que ça va se développer, et puis l'industrie minière va la racheter, etc. Et c'est une façon de se transformer. Donc, il y a un peu cette façon-là. Il y a la façon aussi qu'on commence à voir sur les batteries pas mal aux États-Unis, qui est l'intégration verticale. Comment tu contournes certains problèmes réglementaires en disant je vais faire en fait l'ensemble de la chaîne en verticale plutôt que d'essayer de me battre sur différents systèmes. C'est en cours, c'est long, parce que l'autre chose qui est très difficile pour l'industrie en ce moment, on parlait d'hydrogène et de batterie, les choses changent vite. Quand tu es une industrie qui doit faire des investissements sur 20 ans, qu'on te dit, je sais pas, le futur pour toi c'est l'hydrogène, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que les pompes à chaleur à haute température sont ce qu'il faut faire, quand tu as engagé tes investissements, c'est compliqué. Et pour revenir sur la question de l'Europe, parce que c'est un truc qui est aussi un problème en Europe qu'il y a eu avec l'hydrogène, on a fait le choix par exemple en Europe de dire il faut de l'hydrogène vert, donc produit avec des renouvelables. Et en fait, on voit que c'est un gros problème et tous les projets sont en train de s'annuler en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les économies d'échelle qu'on espérait. Et en fait, il aurait peut-être été un peu plus malin de dire on veut de l'hydrogène bas carbone. Et ensuite, trouvez-moi la solution qui peut passer à l'échelle, qui est la moins chère, etc. Et laisser en fait les innovateurs regarder ce qui peut se passer. Quand vous voyez qu'il y a des winners, là, vous pouvez les choisir. Mais quand on choisit un gagnant trop tôt, c'est compliqué. Et c'est ce qui s'est passé sur l'hydrogène. Et donc, quand tu rajoutes le fait que tu es une entreprise, qui a des actionnaires qui veulent bien investir, mais qui disent oh là là, mais vous êtes sûr que ça va être la bonne technologie ? Peut-être qu'on va attendre 3 ans et voir s'il n'y a pas autre chose qui arrive, et puis on va investir. Et donc ça complexifie un peu la dynamique. Ouais. Et donc là, tu quittes Londres. Ouais. Tu fais une petite pause et tu pars en Hollande prendre la direction d'un programme qui s'appelle TechLeap. C'est intéressant parce que les Français le connaissent pas très bien, ce programme, c'est nouveau. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que là, pour le coup, tu vas plonger dans la deep tech à fond pour les prochaines années. C'est quoi TechLeap ? C'est quoi la position de la Hollande là-dessus, en fait ? Qu'est-ce qui se passe là-bas, concrètement ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait du mouvement
dans ce pays sur ces sujets. Voilà, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer à partir du 4 janvier 2026 ? Donc déjà, mes collègues hollandais vont m'engueuler si je le fais pas. La Hollande n'existe pas, c'est les Pays-Bas. Pardon. Mais j'ai eu un cours la semaine dernière sur ça. Mais, ça me rassure. Je suis mince, je suis vraiment... mais donc plus sérieusement, oui. Donc TechLeap, c'est une sorte d'agence gouvernementale. C'est une non-profit qui a été créée par le ministère des Affaires économiques en 2019. À l'époque, pour accélérer l'émergence de l'écosystème tech plus classique, plus software. Donc l'idée, c'était, ils ont créé une collection d'instruments, ils ont créé ce qui s'appelle InvestNL, qui est un peu une banque, une BPI un peu différente. Ils ont créé cette structure-là, ils ont créé différentes initiatives. Et l'idée de TechLeap, c'est d'organiser l'écosystème, c'est d'identifier les startups les plus prometteuses, de les aider à passer à l'échelle et d'utiliser en fait un petit peu tous les moyens d'action que tu peux mettre en place, avec ce grand avantage de travailler directement avec le ministère des Affaires économiques et donc de pouvoir faire directement des recommandations. C'est une approche assez pragmatique. Alors, peut-être qu'en France... C'est plus direct, c'est moins intermédiaire que la France, en fait. Ouais, c'est clairement directement avec le ministère. Alors, le ministère peut décider de ne pas faire certaines recommandations. C'est aussi un mouvement qui part, c'est bottom-up, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partir des difficultés que les startups rencontrent. C'est de passer pas de dire voilà ce qu'il faut faire, c'est de comprendre en fait l'écosystème et ses besoins et de voir comment tu crées des ponts, quel type de changement de réglementation bénéficierait plusieurs startups, etc. Donc c'est de faire un peu ce tri-là. Il y a une partie top-down aussi, qui est, et je vais en parler juste après, les Pays-Bas ont décidé de sélectionner quelques verticales et d'aller à fond dedans plutôt que de saupoudrer sur l'ensemble de l'écosystème. Donc il y a comment on identifie les startups les plus prometteuses et comment on les aide à passer à l'échelle. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 2019. Les Pays-Bas ont décidé l'année dernière que ce programme pouvait continuer, mais que maintenant il pouvait s'autofinancer. Et ils ont décidé de renouveler le programme pour 3 ans avec pas mal d'argent sur la partie Deep Tech, où les Pays-Bas viennent de lancer un plan d'innovation Deep Tech sur 10 ans, donc d'ici 2035, qui est assez ambitieux. Alors, c'est les Pays-Bas, ça reste un petit pays, mais c'est quand même assez ambitieux. Et c'est une des briques qu'ils sont en train de mettre en place. L'idée étant de fédérer l'écosystème et de travailler de la phase valorisation. Ce qui se passe aux Pays-Bas depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a de moins en moins de startups qui sortent des labos, et donc de comprendre pourquoi, de travailler sur ça. Ils ont des structures comme chez nous, de valo, type des SAT, enfin l'équivalent des SAT ou autre, mais c'est quoi la chaîne de valeur de sortie de labo là-bas ? C'est un peu plus organique, il n'y a pas forcément peut-être autant d'accompagnement, et donc c'est une des choses sur lesquelles on veut travailler. Il y a pas mal de programmes qui aident les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs à se lancer. Ce qui manque, c'est une culture du risque, et surtout, ils sont en train de travailler là-dessus, il y avait beaucoup de problèmes sur les spin-offs, sur les termes que les universités voulaient prendre, les parts des boîtes, donc il y a un gros travail là-dessus. Il y a un problème de talent et de visa, parce que ça reste un petit pays qui dépend beaucoup de l'immigration. Donc l'idée, c'est ça, c'est comment on lance l'écosystème Deep Tech aux Pays-Bas et comment on le met sur des rails pour mieux rayonner à l'international, comment tu attires plus de capitaux étrangers, parce que c'est un petit pays, on se plaint en France, mais c'est un pays qui a des capitaux, mais pas tant que ça. Et une des grosses missions, ça va être aussi de débloquer de l'argent des fonds de pension, par exemple, de les convaincre que faire du capital risque, c'est intéressant. Donc c'est de travailler sur toute cette chaîne. Influencer l'Europe aussi, d'aller financer un peu plus l'écosystème. Il y a une vision qui est assez pragmatique, et de dire d'une, il ne faut pas réinventer la roue, il y a plein de trucs qui ont été testés dans différents pays qu'on peut essayer, avec, comme partout, les particularités locales. Et l'autre, c'est de dire de partager au maximum ce qu'on apprend et ce qu'on fait, parce que ça peut peut-être servir à d'autres pays, et peut-être aussi qu'il y a des liens qui peuvent se former, notamment par exemple sur le quantique, qui est la première verticale qui est lancée à partir de janvier. Quantique et Future of Compute plus généralement, donc vraiment les microprocesseurs, etc. C'est quoi les forces des Pays-Bas, sur quoi il faut mettre l'accent, et comment on fait des liens peut-être avec la France, avec l'Allemagne, pour commencer à travailler l'écosystème. Donc c'est un facilitateur, c'est un organisateur d'écosystème, avec aussi une volonté, enfin du moins c'est la vision que je leur ai vendue, d'augmenter le niveau d'ambition. Je pense qu'il y a quand même, et notamment aux Pays-Bas, c'est assez fort, il y a une humilité assez forte des entrepreneurs. Culturelle. Et quand tu compares, quand un fonds d'investissement voit une start-up hollandaise qui est peut-être très très bonne, techniquement super bonne, et une entreprise américaine qui, elle, te vend la lune, tu Et par rapport aux Français, ils sont comment C'est intéressant parce qu'on est sur des cultures...
Ouais, je pense que la France est peut-être plus proche des Pays-Bas de ce côté-là, même si ça change. On a vu quand même, le plan France Deep Tech a quand même fait changer les mentalités, etc. Donc je pense que le niveau d'ambition augmente, on peut encore faire beaucoup plus. Les Pays-Bas sont encore un peu plus en retrait. Et donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut jouer. Ça implique d'aider les entrepreneurs à être un tout petit peu plus ambitieux, en restant réaliste. Il ne s'agit pas de vendre du rêve, mais de montrer qu'en fait, on veut construire des licornes, on veut construire des grosses entreprises, et surtout, on veut construire l'industrie de demain. C'est ça la mission. Le programme est structuré sur vraiment les impacts sociétaux et les challenges sociétaux, donc de regarder quels sont les gros problèmes auxquels on fait face. Donc les 3 grosses verticales, ça va être tout ce qui est compute, microprocesseurs, énergie, climat et défense. Et donc la question, ça va être comment on organise ça, parce que c'est un peu particulier, tout le monde ne veut pas toucher ce genre de sujet, mais il y a plein de sujets deep tech hyper intéressants. Et aux Pays-Bas, ouais. Je fais attention, sont mis en place des dispositifs équivalents à notre France 2030, à notre crédit impôt recherche, qui est quand même une grosse brique des financements. Ils en sont où de ce niveau de maturité, du financement, de l'émergence en fait, parce que là finalement t'es très sur l'écosystème early stage quoi, pour faire émerger un peu ces boîtes-là. Alors pour la partie crédit d'impôt, je ne sais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Il y a des discussions sur des mécanismes pour aider un peu les entrepreneurs. C'est un pays assez taxé quand même. C'est un pays très taxé, ce qui pose une problématique de salaire au bout d'un moment, parce qu'en fait le système est vraiment très très progressif, donc au bout d'un moment les augmentations ne te permettent pas de gagner beaucoup plus, et ça c'est un frein, ils ont du mal à retenir les talents. Quelle était ta question, désolé. La question c'est, est-ce qu'il y a des dispositifs, je dirais, aussi aboutis d'un point de vue public pour soutenir le financement en fait de ces entreprises-là. Alors, ouais, donc il y a un mécanisme qui s'appelle InvestNL, qui est une sorte de fonds d'investissement à la BPI France qui fait énormément de choses. Il y a de l'argent, mais pas encore suffisamment sur la partie early stage. Donc, il y a un gros travail à faire sur comment on finance avec de l'argent public des startups et comment on fait de l'investissement non dilutif, par exemple, comment on donne un peu plus d'espace aux entreprises. Et donc, en fait, TechLeap et la nouvelle mission de TechLeap fait partie du plan 2035, donc qui vient de se lancer. En fait, les Pays-Bas sont peut-être 3-4 ans derrière la France en termes de grands plans. TechLeap, c'est une des briques. Il y a une autre brique qui devrait voir le jour l'année prochaine, si tout se passe bien, qui est une agence de financement de l'innovation de rupture, donc un peu un modèle à la DARPA. Et ils sont en train de regarder aussi qu'est-ce qu'on fait un petit peu plus late stage pour quand on a besoin de beaucoup plus de financement. Est-ce qu'on peut utiliser des prêts garantis par l'État? Est-ce qu'on peut faire venir des fonds de pension, etc. Donc c'est en train de se construire. Il existe plein de trucs. C'est pas encore un écosystème qui est très coordonné. C'est un système qui s'est développé de façon organique parce qu'il y a des pôles d'excellence. Ils ont des très bonnes universités dans des domaines. Et donc la question, c'est comment on fait travailler tout ça un peu ensemble et comment on identifie les choses sur lesquelles on peut vraiment faire bouger les choses de façon relativement rapide et après à plus long terme. La mission de TechLeap pour l'instant, c'est 3 ans, mais le plan de Deep Tech, c'est 10 ans. Et donc il y a une question de qu'est-ce que tu mets en avance en premier. Ils ont cette problématique pour l'instant aussi, qu'ils ont moins de startups qui se créent au départ. Donc il y a cette question-là, si tu prends l'innovation comme un entonnoir, ils ont un petit problème de source pour l'instant. Il n'y a pas assez de startups deep tech. Et donc la question, c'est pourquoi? Mais on sait qu'il y a des freins administratifs à la création d'entreprises. Ils ont fait quelque chose d'assez intéressant où ils viennent de voter, toutes les universités hollandaises viennent de s'accorder sur les termes de spin-off pour les entreprises. Donc il n'y aura plus de discussion selon quelle université tu es, etc. Tout le monde aura les mêmes termes, qui sont un peu plus simples. Ils sont en train de travailler sur tout ça. Et ils sont aussi en train de travailler sur comment tu reconnectes l'écosystème de recherche entre des labos de type TNO, qui sont un peu des labos plus appliqués que l'université. Donc, comment tu fais travailler? Ils ont 3 types de centres de recherche. Ils ont des universités classiques, si tu veux, qui font vraiment de la recherche fondamentale. Ils ont des universités de technologie, à Eindhoven ou Delft, qui sont plus sur la partie un peu translation. Ils ont TNO, qui est vraiment sur la partie translation. Et donc, comment tu crées des liens et des plateformes pour que ça se simplifie? Comment tu structures aussi, par exemple, InvestNL, des fonds peut-être un peu particuliers sur la deep tech pour s'adapter à un domaine qui est un peu différent que de ce qu'on a connu sur le software. Donc, c'est en cours. Il y a beaucoup d'ambition. C'est assez excitant. Et ils ont vraiment, ils ont ils ont un bel écosystème. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. C'est un petit pays, donc il y aura quelques priorités à avoir. Et sur ta question, l'idée, c'est vraiment pour les Hollandais de se dire comment on se focalise là où on pense qu'on a le plus de valeur ajoutée et ne pas courir tous les lièvres à la fois parce qu'on n'a pas les budgets pour le faire et que, a priori, c'est pas forcément nécessaire. Le raisonnement derrière qui est assez malin, c'est de dire si on est capable d'avoir 3-4 trucs d'excellence,
soit d'une, si on est déjà excellent là-dessus, c'est très bien, mais peut-être que ça peut faire un effet d'entraînement aussi, où d'autres secteurs vont se développer d'eux-mêmes. Et de rendre le pays aussi attractif pour des structures qui voudraient venir s'y implanter. Alors, vu que ça a l'air d'être quand même les vacances, ton futur job, qu'en fait, tu vas pas t'ennuyer, tu t'es dit qu'en même temps, tu allais lancer un autre truc qui s'appelle Riff. Alors, pas tout seul, mais tu peux nous dire ce que c'est, Riff ? Ouais, c'est toujours dans le même sujet, mais c'est intéressant de se dire que finalement, tu vas faire deux choses en même temps. Donc, Riff, c'est beaucoup plus entrepreneurial, en fait, comme projet. C'est quoi ? Ça adresse quoi comme problème ? Alors, Riff, c'est un acronyme qu'on a trouvé avec Julie Gonzalez, avec qui on est en train de monter ça, qui veut dire Research and Invention for the Future. L'idée de base, c'est de dire que quand on regarde la recherche et quand on regarde le transfert de technologie, on a un problème en ce moment en Europe qui est qu'on ne donne pas suffisamment d'espace aux chercheurs pour penser de façon vraiment ambitieuse. Et il y a un gros mouvement qui est en train de se produire, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, etc., sur permettre aux chercheurs de prendre des risques, d'avoir un esprit beaucoup plus, pas forcément entrepreneurial, mais beaucoup plus de dire « Oh là là, je voudrais bien essayer ça, j'ai besoin d'un peu d'espace. » Exactement. Plus libre et surtout qui leur permet d'échouer. Mais il faut que ce soit un système qui aille vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer 9 mois à évaluer une demande de financement, puis ensuite avoir les financements, etc. Ça prend beaucoup trop de temps. Donc l'idée de Riff, c'est de dire deux choses. C'est qu'on veut montrer qu'il y a d'autres façons de faire de la science qui ont été pas mal discutées dans différents pays. Et donc c'est le moment pour la France en particulier, mais pour l'Europe aussi, de regarder ces types de modèles. Comment on crée, par exemple, des systèmes de start-up de recherche. Ça existe, ça s'appelle des Focused Research Organizations. C'est un concept qui a été créé aux États-Unis. En gros, c'est une structure indépendante qui est financée pour faire de la recherche pendant 5 ans, qui a un CEO et qui n'a qu'une mission pendant 5 ans, c'est de travailler sur un certain truc, de monter un niveau de TRL, par exemple, pour une techno en particulier, ou pour développer un nouvel outil, etc. C'est d'aller encore plus loin dans la capacité de rupture, en fait. Et c'est en fait, pour ça, c'est de dire les chercheurs ne doivent pas être distraits, entre guillemets, par d'autres trucs. Voilà leur seule mission. Pendant 5 ans, ils sont financés, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'argent. Donc la façon dont nous, on veut faire ça, c'est une initiative qui démarre, c'est de dire on veut faire deux choses, c'est proposer au niveau français des choses vraiment concrètes qu'on peut mettre en place pour accélérer l'innovation de rupture. Et ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent. C'est peut-être 30 ou 40 000 euros que tu vas donner à un chercheur pendant 6 mois. Par contre, l'idée, c'est de dire, on ne va pas passer 6 mois à évaluer, on va financer d'abord, évaluer ensuite. C'est-à-dire que tu donnes l'argent et ensuite tu évalues ce qui s'est passé. Parce que l'idée de base, c'est que les chercheurs... Tu donnes l'argent sur quoi ? Sur une promesse ? L'idée, c'est que quand on aura des fonds, c'est sur 2 pages, tu es capable d'avoir une description de l'idée. Ça c'est l'ambition. En fait, tu achètes une ambition. Oui, c'est un principe qui a été développé pendant le Covid pour augmenter la recherche sur les vaccins, etc. Le concept des fast grants, c'était ça. On n'a pas le temps d'évaluer. Donc, on ne va pas donner 10 millions directement, évidemment, mais on va donner un peu d'argent aux gens pour permettre de tester, etc. On va prendre beaucoup plus de risques. Il y a plein de trucs qui échoueront, c'est pas grave, parce que les trucs qui réussiront, on aura permis d'aller beaucoup plus vite. Et donc, l'idée, c'est ça. T'es vraiment... sur les méthodes agiles, entre guillemets, appliquées à la recherche. Et c'est de renverser la logique, c'est de dire, au lieu d'évaluer... Parce que ce qu'on fait dans la recherche à l'heure actuelle, c'est qu'on évalue beaucoup les propositions de recherche. On passe un temps fou à évaluer ça. Et donc, en fait, ça diminue le risque que les gens prennent parce qu'ils veulent augmenter leur chance d'avoir des financements. Et évidemment, leur projet marche parce qu'ils ont fait un projet qui était beaucoup moins risqué. L'idée, c'est de dire, non, en fait, ce qu'on veut, c'est financer très vite. Et par contre, on passera plus de temps à apprendre après parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que, est-ce que c'était pas une bonne idée ? Est-ce que c'était parce que, en fait, il y a des briques technologiques qui n'existent pas ou parce que ça, c'est trop compliqué, etc. Et ça, après, ça peut permettre de développer d'autres types de programmes. Mais qu'est-ce que tu fais à ce stade avec 30-40 000 euros ? Tu peux avoir un chercheur qui se libère pendant 4-5 mois pour réfléchir à un sujet, par exemple. Tu vois, c'est pas des trucs qui sont très... tu peux craquer un truc. Oui, c'est le même concept que DARPA, par exemple, ou ARIA maintenant en Angleterre. C'est qu'avant de lancer des programmes qui sont typiquement 50-60 millions sur un projet en particulier, ils maturent un peu une idée, ils se disent voilà le problème qu'on veut résoudre. Pour prendre un exemple, il y a un programme intéressant en Angleterre qui est sur comment on fait de l'ingénierie de la résilience pour les écosystèmes, comment on résout le problème de la résilience des écosystèmes. Et donc, ils ne savent pas au début. Donc, ils ont une sorte d'idée, ils disent voilà dans quoi on veut travailler. Ils font des petits appels à projets avec vraiment des sommes assez faibles au départ. Ils voient ce qui sort et à partir de ça, ils utilisent ça pour vraiment avoir une thèse de programme et ils débloquent le reste de l'argent qui est typiquement entre 40 et 50 millions. Et donc, c'est une phase où tu utilises la puissance collective et la puissance des chercheurs, tu les fais collaborer sans contrainte et tu vois jusqu'où ça va. Et une fois que tu as fait ça, la meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'avoir beaucoup d'idées. C'est un peu l'idée de base. Donc, c'est une initiative qu'on est en train de lancer avec Julie. On est en train de lever de l'argent pour ça, pour montrer le concept.
On pense que c'est le bon moment parce que voilà, il y a le rapport sur la deep tech qui a été remis en début d'année montre que en fait la recherche en France est trop incrémentale et pas assez sur la rupture. Donc ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a d'autres façons de faire et espérer que des agences de financement reprennent le concept derrière. Et les financements que vous êtes en train de chercher, petit moment de pub, c'est quel type? C'est de la philanthropie, c'est des family office, c'est des investisseurs comme nous, c'est-à-dire moi, est-ce que j'ai le droit de mettre dans RIF? Alors a priori, ça sera plutôt philanthropique dans le sens où il n'y aura pas de retour direct. Donc la question, c'est est-ce que ça peut intéresser des family office parce qu'ils voient qu'il y a un intérêt plus tard, ça va donner un flow. On est en train de chercher au niveau philanthropique, parce qu'on pense que pour démarrer, pour dérisquer le concept, c'est là où la philanthropie est géniale. Donc si les philanthropes nous écoutent, c'est le bon moment. On ne cherche pas forcément beaucoup d'argent au début parce qu'on veut montrer le concept. En fait, l'idée de base aussi, c'est de dire... Tu cherches combien? On espère lever entre 500 000 et 1 million cette année, qui est quand même beaucoup d'argent, mais c'est parce que ça permet d'avoir 2 cohortes et de commencer à faire travailler le truc. Et en parallèle, vraiment, il y a cet aspect où on veut montrer qu'on veut avoir des propositions concrètes autour. C'est-à-dire, on sait quels sont les problèmes de la recherche. Nous, ce qu'on veut dire, c'est voilà les modèles qui sont proposés, voilà ce qui pourrait s'appliquer à la France. Et donc, on verra jusqu'où ça veut aller. Il y a de l'élan, il y a de l'appétit pour ça, parce que les chercheurs comprennent bien les limites du système. Et donc, on verra. Donc, c'est excitant parce que c'est complémentaire avec ce que je vais faire à TechLeap. C'est un peu plus early stage. Et pour l'anecdote, en fait, la façon dont j'ai trouvé mon job à TechLeap, c'était en faisant de la recherche pour RIF et en testant le concept. Et j'ai trouvé cette offre d'emploi au hasard. Et au final, ils m'ont gardé assez rapidement. Mais c'est ça, et donc c'est assez sympa, c'est une aventure, c'est intellectuellement stimulant parce que c'est un vrai problème et c'est comment tu essaies de le résoudre, on verra jusqu'où peut... Et tu l'ancres dans des thématiques spécifiques ou c'est ouvert? Ouais, alors c'est une bonne question, on est encore en train d'essayer de craquer cette partie-là. On a 3 trucs qui nous intéressent particulièrement parce qu'on sent qu'il y a vraiment une forte demande. C'est la partie adaptation, technologie pour l'adaptation, parce que c'est vraiment un truc qui est sous-recherché à l'heure actuelle. Il y a la partie, alors c'est pas le bon mot, mais c'est la circularité. Comment on design des choses, comment on innove sur la façon dont on fait des objets ou des batteries ou des choses comme ça pour faciliter le recyclage. Plutôt que de penser en termes de recyclage une fois que c'est construit, comment on fait des matériaux de façon différente pour que ça soit beaucoup plus facile à recycler. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire là-dessus. Et après, il y a cet aspect vraiment stockage de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a une vraie question, notamment du niveau de la défense. Les opérations ont besoin de batteries à très très haute densité ou de moyens de stocker de l'énergie. Et donc, on est en train de creuser un peu ça. On verra sur quoi on se lance en premier. Mais sur l'adaptation, juste pour que les gens se rendent compte, par exemple, un problème hyper concret dans l'adaptation en ce moment au changement climatique, c'est les espèces invasives qui sont en train de bouger parce que le climat change. Et ça pourrait déstabiliser complètement des écosystèmes et des modèles d'agriculture. Et quel type de solutions on peut trouver, en fait, qui ne sont pas des pesticides massifs. Il y a de l'ingénierie biologique, etc. Et comment on réfléchit à ça d'une façon un petit peu plus systémique pour résoudre ces problèmes. Et ça veut dire que autour de RIF, tu as déjà identifié des labos, des chercheurs, parce que quand tu vas lancer tes premières cohortes, tu es en test and learn. Donc il va y avoir ces philanthropes à qui tu proposes une promesse, en tout cas une vision, de se dire ne nous mettons plus de limites, nos grands sujets c'est ceux-là, et j'ai quand même mon petit panel de chercheurs. Tu as déjà identifié finalement le terrain de jeu de RIF? Ouais, alors on travaille encore sur les mécanismes précis, mais l'idée, ça va être de le travailler de façon un petit peu collaborative au départ, c'est-à-dire de mettre des gens autour de la table, autour d'une question claire, où tu te dis voilà le challenge sur lequel on veut travailler, on le raffine ensemble, quel type d'idées les gens ont en tête, etc. Donc de faire un peu de bottom-up sur de l'émergence d'idées, et à partir de là, en fait, tu verras les gens qui sont intéressés pour participer dans le mécanisme. L'idée, c'est de trouver des gens qui veulent se lancer dans l'aventure, qui veulent essayer parce qu'ils trouvent le concept intéressant pour démontrer que ça marche, et après on pourra penser autrement. Et donc ça, on pense que c'est relativement facile parce qu'il y a plein de gens qui ont de super idées, il y a plein de gens qui sont motivés pour faire des trucs. Donc c'est plutôt comment tu crées le mécanisme qui permet à ces gens-là d'échanger, comment tu les sors de leur environnement, parce que l'idée c'est de dire voilà, on va arrêter de penser à vos limites actuelles. Pour l'instant, on pense d'une façon différente. Tu vas les accompagner, les former? Ouais, pas forcément. C'est plus, en fait, il y a un concept qui a été développé aux États-Unis qui s'appelle le Big If True. C'est-à-dire, comment tu peux imaginer
les choses dans 20 ans. Si tu étais capable de craquer tel type de problème, qu'est-ce que tu pourrais délivrer derrière? Et c'est plus en fait ça, c'est pas de former, c'est de poser la question différemment. Qu'est-ce que vous pensez qui est possible? Qu'est-ce que vous pourriez lever comme verrou scientifique et technologique pour changer les choses de façon... Et donc c'est plus de se dire, c'est pas du blue sky thinking dans le sens où c'est pas de la science-fiction, etc. C'est plus de tester une façon de penser qui est si vous n'aviez pas de limite. Le concept Big If True, c'est ça, c'est de dire si vous aviez 50 millions, qu'est-ce que vous feriez pour changer le monde? Et c'est un peu cette façon de penser. C'est une belle conclue. Et vu qu'il nous reste 50 secondes, je vais finir par une question. Quel conseil tu peux donner à un chercheur qui est rentré dans la recherche pour changer le monde? Parce qu'en fait, souvent, quand on fait de la recherche, moi, j'en ai pas faite, mais je constate qu'il y a quand même cette envie de trouver quelque chose qui peut changer fondamentalement le monde. Quel conseil tu peux lui donner quand il a envie de penser grand ou quand il s'interroge justement sur est-ce que c'est vraiment là ma place pour changer le monde? Et qu'est-ce qui fait que je peux sortir de ça? C'est quoi le conseil à celui, tu vois, que ça titille, mais qui a quand même un peu peur? Alors, il y a deux conseils. D'une, je vais éviter le conseil bateau, c'est-à-dire aller créer votre entreprise, parce que je pense que ça ne s'applique pas à tout le monde. Parce qu'il y a plein d'autres voies. Exactement. Ouais. Donc, il y a deux trucs, à mon avis. C'est prenez le temps de vous poser la question de comment vous voulez faire évoluer votre recherche. C'est quelque chose qu'on n'a pas le luxe de faire en tant que scientifique. Je m'en suis aperçu assez récemment, parce que, du moins, dans ma carrière, j'ai enchaîné les postes et je ne me suis jamais trop posé la question. J'ai fait avec le flux. Je pense qu'il y a une vraie valeur à de dire, je vais passer, je sais pas, 1 mois ou 2 à me dire vraiment qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'essaye de faire avec ma recherche et où je voudrais pousser les choses. Parce que ça permet ensuite de commencer à structurer un peu les choses. Et l'autre, c'est de dire de l'argent, c'est pas que des agences de financement public, il y a plein d'autres choses dans le monde, il y a des philanthropies, il y a des fondations, etc. Et donc, c'est de penser un peu en dehors de tout, du cercle classique, parce que il n'y en a jamais assez, mais de l'argent, il y en a. Il y a différents types de philanthropes qui financent des projets scientifiques extrêmement de rupture ou extrêmement fondamentaux. On n'a pas cette culture-là en France, et pourtant, en fait, il y a des mécanismes. C'est pas sky is the limit, mais c'est un peu dire, vous vivez dans un système qui est codifié, etc. Mais en fait, il y a plein de choses autour de ça qui sont intéressantes à explorer. Merci. Merci à toi. J'espère que tu reviendras nous voir dans 1 an pour nous faire un petit bilan de ta première année aux Pays-Bas. Avec grand plaisir. Et qu'on aura l'occasion quand même de te voir en France dans le cadre, parce que je pense qu'il y a des liens dans ces 2 pays à faire. Clairement. Et je te remercie beaucoup pour ce moment. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci.